Bon, bah super. Bah écoutez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis content évidemment de venir à Astrociel vous parler un petit peu d'un de mes volets de recherche, hein. Moi, je travaille donc à l'université Paris-Saclay et donc dans un laboratoire de géosciences et dans une équipe de planétologie. Et donc, j'ai deux volets dans mes recherches, hein, que ce soit l'étude des surfaces planétaires, notamment de la planète Mars, et puis tout ce qui est impactisme, donc météores, météorites, cratères d'impact. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ce sujet dont je vais vous parler. Et voilà, je vais essayer de vous raconter un peu cette histoire, c'est-à-dire que souvent, les conférences vous parlent soit de météorites, soit de cratères d'impact. Mais donc l'idée, c'est de vous montrer que tout ça, c'est un petit peu continu. C'est un peu la période en ce moment de parler d'étoiles filantes. Donc on va en parler un petit peu évidemment et on va essayer de remettre un petit peu à plat tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et l'idée, c'est que vous vous rendez bien compte tout simplement que la Terre en fait est aux premières loges depuis la création de la Terre, hein, depuis 4,5 milliards d'années, où effectivement elle est aux premières loges pour recevoir toute la matière interplanétaire. Effectivement, vous le savez, hein, la Terre à 4,56 milliards d'années, elle est la résultat elle-même de l'accrétion en fait de milliards de tonnes de roches, finalement qui est très proche de, tout simplement en nature des météorites, hein, qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que cette Terre, en fait, qui est aujourd'hui aux premières loges pour observer cette collision avec la matière interplanétaire, elle est bien placée, hein, pour comprendre justement, tout simplement, sans trop bouger, d'avoir cette matière qui vient notamment de la ceinture principale d'astéroïdes et de pouvoir l'étudier, de pouvoir comprendre finalement l'origine et la formation de notre système solaire. Alors, première slide, hein, je ne sais pas ce que vous imaginez, mais quand même en masse qui rentre en collision avec la Terre, hein, c'est quand même assez important. Tous les ans, on rentre en collision à peu près avec 50 000 tonnes de matière interplanétaire. 50 000 tonnes, évidemment pour nous, on a notre atmosphère. Donc sur ces 50 000 tonnes, finalement, il y a un tout petit pouillème qui arrive à la surface. On est protégé par notre atmosphère en grande partie, hein. La grosse partie de ces 50 000 tonnes, ça va être finalement de tout petits fragments qui vont en grande partie se vaporiser dans notre atmosphère et qui ne touchera jamais le sol. Sur ces 50 000 tonnes, on va avoir seulement quelques tonnes qui vont véritablement arriver au sol et qui vont notamment nous donner des météorites. D'accord ? Pour le vocabulaire, hein, rappelez-vous que la météorite, on parle de météorite uniquement pour le caillou qu'on trouve au sol. De météore quand on voit le phénomène atmosphérique, et de météoroïdes ou d'astéroïdes lorsqu'on est dans l'espace. D'accord ? Donc météoroïdes, météores et météorites. Donc on a effectivement 50 000 tonnes de matière interplanétaire qui rentrent en collision avec la Terre tous les ans. Et souvent, finalement, on le voit, on parle de météores, d'étoiles filantes, hein. En ce moment-là, on va évidemment rentrer dans le maximum de plus d'étoiles filantes des Perséides. Mais finalement, on peut observer des étoiles filantes un peu de différents genres, de deux grands genres principaux, soit sous la forme d'essaims météoritiques, que vous connaissez, puisque là, les Perséides est bien un essaim météoritique, d'accord ? Et donc, vous allez observer potentiellement en une nuit plusieurs dizaines d'étoiles filantes à l'heure, hein. On peut monter même lors des grandes pluies d'étoiles filantes à quelques milliers, voire dizaines de milliers d'étoiles filantes à l'heure, donc ça peut arriver. Et puis, de temps en temps, en fait, on peut observer un météore isolé. Le météore isolé, il est souvent plus difficile à détecter, de comprendre l'origine, mais il est aussi souvent plus brillant. C'est-à-dire qu'on a rarement un gros bolide de magnitude moins 10, moins 15 qui est d'origine, qui est relié à un essaim météoritique. Donc ce sont finalement deux phénomènes qui ont deux origines différentes. Évidemment, je vais vous parler rapidement de ces deux origines. La plupart des étoiles filantes, hein, qu'on voit cet été, sont issues évidemment des comètes. Vous le savez, hein, aujourd'hui on sait de plus en plus de choses sur ces comètes. On connaît évidemment la formation, un peu mieux la formation de ces comètes, de ce noyau qui dégage aussi bien des poussières que du gaz. Et ces comètes, hein, c'est quelque chose qui est évidemment vraiment fondamental pour comprendre l'origine des étoiles filantes, hein. Moi, j'aime bien cette image, hein, qui date un petit peu, qui a été prise par le télescope Spitzer de la comète Schwarzmann-Wachmann dans l'infrarouge. Et vous voyez, ici, c'est assez bien, ça représente bien ce que c'est une comète finalement. Alors là, c'est une comète fragmentée, mais vous le voyez que sur tout le chemin de la comète, en fait, on voit également en fait
eh bien, des choses. C'est-à-dire qu'une comète n'est pas seulement un corps qui tourne autour du Soleil, elle est accompagnée en fait de milliards de particules qui vont elles-mêmes tourner autour du Soleil. Donc quand vous parlez de comète, vous avez véritablement un corps principal et vous allez avoir des milliards de particules qui tournent sans cesse autour du Soleil. Et en fait, les pluies d'étoiles filantes que vous observez, là qu'on va observer avec notamment la nuit du 12 au 13 août, eh bien c'est tout simplement quand la Terre traverse ce nuage de poussière et que la densité, elle est la plus forte. C'est-à-dire que cette comète, elle tourne et finalement cette traînée, au fur et à mesure, va s'élargir, va faire un grand chemin et c'est dans ce grand chemin de poussière que la Terre va passer. Il faut savoir que des essaims météoritiques, aujourd'hui, on en connaît quand même il y en a près de 300 qui sont recensés. Donc finalement, tous les jours, ou presque, on croise des poussières laissées par les comètes qui vont former justement ces étoiles filantes. Petite image peut-être que vous avez, petit point que vous avez constaté dans l'image du début, c'est que effectivement, vous le voyez, toutes ces étoiles filantes. Alors là, c'est une image qui a été accumulée, qui montre plusieurs dizaines d'étoiles filantes sur plusieurs heures. Mais si vous regardez bien, toutes ces étoiles filantes, semblent venir d'un point. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fameux radiant, d'accord ? Le radiant qui va être associé à une constellation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, on a l'essaim des Perséides, puisque toutes les étoiles filantes semblent venir de la constellation de Persée. Ce radiant, c'est ni plus ni moins, vous le voyez sur cette image, c'est une image que j'avais prise en Norvège, la neige tombait à la verticale et la voiture roulait à peu près à 60 km/h. Évidemment, là, les flocons semblent tous venir de ce point-là, c'est tout simplement le point vers lequel se dirige la voiture. Quand vous voyez les étoiles filantes sur le radiant, c'est tout simplement le point vers lequel se dirige la planète Terre. Et donc la Terre rentre dans ce nuage et vous avez cette sensation en fait d'étoiles filantes et de un petit peu à la Star Wars. Donc ça, c'est première chose importante, on rentre régulièrement dans des nuages de poussière cométaire. Les particules cométaires vont aller à des vitesses de 11 à 72 km/s. On va avoir quand même des particules très énergétiques. Les léonides de 72 km/s sont souvent des étoiles filantes assez brillantes et on le verra aussi dans d'autres cas. Aujourd'hui, on a cette chance-là d'être allé véritablement sur les comètes. On se rappelle cette mission, la mission Rosetta, où effectivement, on a pu véritablement voir à quoi ressemblait en détail ce qu'est un noyau cométaire. Alors, on n'a pas tout compris, on est loin d'avoir tout compris. Et pourtant, on a observé quand même beaucoup de choses à la surface de cette comète Churyumov-Gerasimenko. Ce qui est évidemment le plus impressionnant, c'est ce dégazage qu'on observe lorsque la comète se rapproche du Soleil et va finalement expulser non seulement du gaz, mais aussi énormément de poussière qui va partir dans l'atmosphère, dans l'espace, pardon. Et c'est, vous voyez, moi j'adore cette animation. Donc là, on est véritablement dans une tempête de poussière cométaire. Ce sont ces poussières qui vont être laissées et qui potentiellement vont provoquer un jour potentiellement les étoiles filantes qu'on observe sur Terre. Donc, ces étoiles filantes qu'on observe là en ce moment sont en général pas plus gros qu'un petit pois. Ce sont vraiment de toutes petites particules qui vont évidemment produire une grande traînée lumineuse, mais qui sont à la base quand même relativement petites. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, toutes ces poussières cométaires, nous, on les voit sous forme d'étoiles filantes. Et heureusement qu'on a notre atmosphère pour nous protéger et du coup pour faire vaporiser à haute altitude. Globalement, les étoiles filantes que vous voyez vont commencer à briller à peu près à 100 km d'altitude et vont cesser de briller à peu près à 70 km d'altitude. Donc vous voyez, nous, il n'y a pas de risque. La particule, elle a déjà été freinée, vaporisée, bref, il ne reste plus grand-chose. Par contre, si vous allez sur la Lune, pas d'atmosphère. Toutes les particules cométaires, elles, vont arriver à la surface de la Lune. Et donc, si vous allez vous balader à la surface de la Lune, que vous récupérez un morceau de Lune, à la surface, potentiellement, vous allez voir tout simplement de micro-impacts. Et donc, des impacts à la surface de la Lune, il y en a de toutes les tailles. Ça va aller du cratère millimétrique jusqu'évidemment au cratère de plusieurs milliers de kilomètres. Alors ça, c'est intéressant parce que ces impacts, évidemment, vous allez me dire ce que vous voyez ici, sur cette vidéo.
dernier cas, ça va. Qu'est-ce que vous avez vu? Je le remets? Je le remets un petit coup. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, comment on peut savoir? Parce que quand même, c'est quand même... Là, évidemment, je vous en mets plein, et puis ça tombe dans le contexte d'une conférence que je vous fais, mais imaginez-vous, vous voyez quand même des flashs lumineux comme ça à la surface de la Lune. Comment on peut savoir l'origine de ces flashs? C'est Armstrong qui fait bonjour. Il faut savoir quand même que si vous prenez la littérature depuis près de 5 siècles, hein, tous les grands astronomes ont observé un jour une lumière, un flash, quelque chose qui peut-être très court. Hein. C'est impossible finalement à vraiment dessiner, à photographier. Donc ce sont des phénomènes qui sont extrêmement courts, qui vont durer quelques dizaines de millisecondes en général. Et effectivement, depuis plus de 5 siècles, tous les grands astronomes ont décrit un jour une lumière qu'ils ont observée. Donc évidemment, on l'a interprété souvent comme une aurore boréale, je sais pas, un volcan, un nuage, bref, plein de choses. Et c'est vrai que pour démontrer finalement l'origine de ce flash, il a fallu attendre la nuit du 17 au 18 novembre 1999. Je ne sais pas vous savez tous ce qu'il y a, je pense, la nuit du 17 au 18 novembre. Pour les astronomes les plus observateurs. Hein? Qu'est-ce qu'il y a du 17 au 18 novembre? Les Léonides. Et voilà, il y a les Léonides, effectivement. Les Léonides. Et 1999 a été quand même une belle pluie d'étoiles filantes des Léonides. Et en fait, la nuit du 17 au 18 novembre 1999, on savait que sur Terre, on allait voir beaucoup d'étoiles filantes. Et donc, il y a eu trois équipes internationales, donc américaines, espagnoles et japonaises, qui ont pointé la surface de la Lune. Et pour la première fois, ils ont observé en une seule nuit une vingtaine de flashs lunaires, qui correspondaient évidemment bien finalement à la traversée du nuage cométaire. Donc, on avait des flashs d'impact liés à des poussières cométaires. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, la majorité des poussières qu'on voit sont finalement toutes petites, millimétriques. Eh bien, dans ce nuage de poussière cométaire, vous allez quand même avoir des morceaux plus rares, mais un peu plus gros, potentiellement de centimétriques, voire de plusieurs dizaines de centimètres. Donc, vous avez quand même régulièrement des morceaux de comètes, des balles, des gros ballons, qui arrivent et qui vont former des impacts. Autre flash d'impact que j'aime beaucoup, si j'arrive à... Voilà. C'était celui-là, c'était celui du 11 septembre 2013, qui a été observé par une équipe espagnole. Là, vous voyez la flèche bleue. Voilà. Donc là, ça, c'est le plus gros flash qui a jamais été enregistré à la surface de la Lune. Ce flash, vous voyez, il est encore persistant plus d'une dizaine de secondes. Donc en fait, ce flash lunaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le morceau de comète. Alors, on viendra tout à l'heure, ça peut être aussi un morceau d'astéroïde, bien sûr, mais un morceau, là, lors des pluies d'étoiles filantes, un morceau de comète qui arrive à pleine vitesse. Et tout simplement, au moment de l'impact, vous allez avoir fondre la surface, vous allez avoir des éjectats, vous allez éjecter des milliers de petites gouttelettes de roches fondues. Et ce sont ces gouttelettes de roches fondues qui vont émettre thermiquement vers la Terre cette lumière. Vous allez avoir un refroidissement instantané et à ce moment-là, voilà, le flash sera passé. Donc c'est quelque chose qui passe très très vite. Alors dans les vidéos juste auparavant, là, on est sur des objets qui vont mesurer quelques centimètres de diamètre et qui potentiellement vont faire quand même des cratères de 1, 2, 3, 4 mètres. Donc ce sont des petits cratères. Là, celui-ci, celui du 11 septembre 2013, j'ai pas le... Ah oui, voilà. Ça, c'est un autre du 17 mars 2013. Et ce qui est intéressant avec ce flash lunaire, qui était quand même aussi assez gros, c'est que pour la première fois, il y a eu le cratère d'impact associé. Vous savez qu'on a une sonde qui s'appelle la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, qui est en orbite et qui arrive à prendre des images à très haute résolution de la surface lunaire. Et bien pour la première fois, vous le voyez, on arrive à détecter à partir de la localisation du flash, la position du cratère. Là, le cratère, vous voyez, il fait à peu près 25 mètres de diamètre. C'est pas gigantesque. C'est-à-dire qu'on arrive à voir des phénomènes. Finalement, quand on voit un petit flash lunaire sur un phénomène, sur un objet qui mesure
3-4 cm qui fait un cratère d'1 mètre, eh ben, ça arrive à ressortir quand même sur nos caméras. Donc, c'est quand même des phénomènes qui sont très localisés, hein, mais qui sont évidemment très intéressants. Et donc, grâce à ça, on arrive à mesurer le flux d'impact, évidemment, aussi bien de poussière cométaire liée aux comètes qu'également aux astéroïdes. Alors, sur Terre, hein, ces fameuses gouttelettes de roches fondues, finalement, on peut les relier à ça. Alors, je ne sais pas si certains ont déjà vu ce genre de roche. Ça, c'est ce qu'on appelle des tectites. Des tectites, c'est tout simplement du verre. C'est du verre d'impact. Et ça, ces tectites qu'on observe, qu'on peut en trouver un peu partout sur Terre, c'est du verre d'impact qui se forme au moment de la formation d'un cratère d'impact sur Terre. Et donc, on arrive de même façon, évidemment, là, les phénomènes sont beaucoup plus importants et donc vous allez avoir des formations de cratères beaucoup plus gros, mais on observe ces gouttelettes de roches un petit peu à travers le monde. Oui. La composition, c'est la Terre qui a fondu son impact et non pas la composition de la météorite. Tout à fait, exactement. Donc, alors, on a en fait, ouais, là, c'est vraiment du verre de la roche terrestre. Donc, c'est vraiment une roche terrestre. Alors, maintenant que je vous ai parlé un petit peu des comètes et des impacts reliés aux comètes, évidemment, on doit parler des astéroïdes parce que finalement, là où c'est important pour nous parce que c'est les étoiles filantes qu'on observe qui viennent des comètes, mais les météorites, l'équivalent que vous observez, que vous trouvez, que vous avez peut-être dans vos collections, eh bien, les météorites viennent des astéroïdes. C'est-à-dire qu'on peut observer des étoiles filantes, des astéroïdes et des comètes. Par contre, les météorites, pour l'instant, c'est des météorites qui viennent d'astéroïdes. On n'a jamais identifié de météorites qui viennent de comètes. Alors, le matériel cométaire, et pourtant, hein, je vous l'ai dit, on a certainement quand même des morceaux de comètes qui viennent rentrer en collision avec la Terre de plusieurs dizaines de centimètres, mais le matériel cométaire est beaucoup plus fragile et certainement se disloque en fait au moment de l'entrée dans l'atmosphère. Donc on a des morceaux de comètes à la surface de la Terre, mais on n'a jamais trouvé de roches de cométaire consolidées. Donc évidemment aujourd'hui, hein, on le sait, on a plus de 700 000 astéroïdes découverts, la plupart situés entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Et vous le voyez aussi, on a également tous ces petits points rouges qu'on appelle des astéroïdes géocroiseurs. Et ce sont ces astéroïdes géocroiseurs, évidemment, qu'on surveille le plus parce que c'est ceux-là qui peuvent rentrer en collision avec la Terre. Alors, sur ces petits corps, hein, aujourd'hui, on a naturellement une image un petit peu plus précise de ce qu'est un astéroïde, mais on note une grande diversité, en fait, des surfaces des astéroïdes. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on a presque un espèce de continuum entre les comètes et les astéroïdes. C'est pas si simple en fait. On va avoir vraiment du corps le moins dense, hein, avec des densités cométaires inférieures à 0,5 jusqu'au corps rocheux et ferrique avec des densités de 5-6, alors que finalement vous allez avoir une grande diversité de ces astéroïdes en taille, en forme, etc. Alors ces astéroïdes, hein, naturellement, on peut penser à là toutes les différentes images qui ont été ramenées hein, par les différentes missions, hein, notamment ici de l'astéroïde Bennu, hein, qui fait 500 mètres de diamètre, qui a été prise par la mission Osiris-Rex et on devrait avoir un retour d'échantillon l'année prochaine. Vous voyez que là, on est sur un astéroïde qui est finalement assez petit et vous voyez tous ces blocs, hein, ce rassemblement de blocs rocheux finalement, un peu, vraiment des morceaux qu'on a collés les uns aux autres pour former ce corps et qui ressemblent finalement très peu aux corps les plus gros. Vous voyez ici le plus gros c'est l'astéroïde Lutetia qui fait 100 km de diamètre, qui lui va avoir une histoire beaucoup plus ancienne avec de nombreux cratères d'impact, alors que l'astéroïde Bennu, il semble quand même finalement avoir une histoire très récente, hein, où on observe l'absence de cratères d'impact et vous voyez des blocs hein, très irréguliers et de différentes tailles. Là, cette image, hein, moi je l'aime beaucoup, où vous allez avoir une éjection de matière, hein, vous voyez ici une éjection certainement peut-être liée à un impact, où vous allez avoir des morceaux de l'astéroïde qui vont sortir finalement du champ gravitationnel de l'astéroïde et vont former de tout petits astéroïdes qui vont eux aussi se balader. Alors évidemment, on ne va pas cartographier tous ces petits morceaux qui vont eux faire peut-être quelques dizaines de centimètres, mais potentiellement ces objets à un moment donné pourraient devenir géocroiseurs et croiser pourquoi pas l'orbite de la Terre. Également, hein, l'astéroïde qui a été
bien imagé ces derniers temps avec l'astéroïde Ryugu, hein, qui ressemble assez à l'astéroïde Bennu. Vous voyez, un astéroïde d'1 kilomètre de diamètre. On a eu le retour d'échantillons, donc on a les premiers résultats scientifiques de cette mission, hein, avec des météorites qui ressemblent aux météorites les plus primitives qu'on a dans nos collections, hein, ce qu'on appelle des chondrites carbonées, et qui était quand même une grande surprise. Hein. On ne pensait pas trouver finalement ce genre de météorites aussi primitives. Donc vous voyez, une grande diversité et quelque chose à garder à l'esprit aujourd'hui, c'est que finalement, alors cette figure, elle commence à dater un petit peu, mais ça vous donne quand même une bonne idée, c'est qu'on a énormément de mal à cartographier finalement l'ensemble des astéroïdes et à comprendre véritablement le risque de collision qu'on a pour la Terre. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les objets de plus de 1 km de diamètre, tout ce qui est en marron, là, c'est tout ce qu'on connaît. Tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qu'on estime qu'il y a, à peu près, en bleu, en vert sapin ou en vert clair. Vous voyez qu'on a encore une incertitude sur ce qui existe véritablement. En tout cas, pour les objets de plus d'1 km de diamètre, vous voyez qu'on connaît 90 à 95% des objets des astéroïdes géocroiseurs qu'on croise, donc on les connaît à peu près tous. Ceux-là, on les surveille et a priori, il n'y a pas trop de mauvaises surprises. Jusqu'à maintenant, on sait qu'il n'y aura pas de collision avec des objets de plus d'1 kilomètre de diamètre qui va arriver dans les prochaines années. Ce qui pose le plus problème, vous le voyez, pour moi, c'est évidemment des objets de 100-300 mètres, par exemple. On en connaît pas mal, mais on est loin de tous les connaître. Ce qui veut dire qu'au jour le jour, on a certainement des corps de 100-300 mètres de diamètre qui passent pas loin de la Terre, mais qu'on ne voit pas et qu'on ne découvre pas. Ça veut dire que régulièrement, eh bien, voilà, on a la Terre passe juste à côté et on ne les croise pas. Donc évidemment, beaucoup plus difficile d'estimer le risque. Alors, ils ne tombent pas encore sur Terre, ça reste un phénomène rare, mais c'est vrai qu'on a du mal à estimer ce risque lié aux impacts des petits corps. Là, vous le voyez, hein, ça c'est une cartographie qui a été faite entre 1994 et 2013 avec des radars en fait, qui ont enregistré la désintégration de petits astéroïdes, hein, qui vont être plutôt de quelques dizaines de centimètres à quelques mètres. Vous voyez qu'en une vingtaine d'années, là, la Terre entière a été arrosée. Hein. Évidemment, on n'a pas eu de cratères majeurs durant cette époque, mais on a eu évidemment quand même de nombreuses chutes de météorites qu'on a pu retrouver. Alors, il y a plusieurs cas intéressants. Hein. Celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, 2008 TC3, c'est un astéroïde qui a été observé au cours de l'année 2008 par un groupe de collègues américains. Et en fait, imaginez-vous, hein, on est en pleine nuit d'observation et puis on voit un petit point, celui-ci, là, qui bouge un peu plus vite que le fond étoilé. Et il y a une alerte où on dit, voilà, on a découvert un astéroïde et puis on appelle les copains. Et d'un coup, on se rend compte quand même que l'astéroïde bouge pas mal et que l'orbite, eh bien, la trajectoire va croiser celle de la Terre. Et là, les observations ont été faites 19 heures avant la collision avec la Terre. Vous voyez que c'est extrêmement rapide. Alors évidemment, l'objet aurait été de plusieurs centaines de mètres, on aurait été capable de rien faire. Bon, là, il se fait quand même que l'objet faisait plutôt 5 mètres de diamètre, donc on ne risquait pas grand-chose. Mais pour la première fois, eh bien, l'objet a été détecté depuis l'espace, dans l'espace, depuis la Terre. L'entrée dans l'atmosphère a été observée aussi bien par satellite que depuis le sol, et on a retrouvé eh bien, la météorite au sol. Donc ça, c'est quand même une première chose, hein. Grâce aux observations en fait, de l'astéroïde, grâce notamment aux études photométriques, on a pu déterminer que vous voyez que l'astéroïde, eh bien, c'était à peu près un gros menhir de 5 mètres de long, là, qui, évidemment, à partir de sa trajectoire, eh bien, on savait qu'il allait tomber sur le continent africain, en plein Soudan. Et donc, effectivement, il y a eu une équipe qui s'est dépêchée d'aller au Soudan, dans le désert soudanais, et qui s'est amusée pendant plusieurs journées eh bien, à rechercher la météorite. Donc, vous voyez, hein, le petit jeu, on s'aligne dans le désert avec voilà, une petite distance de 4-5 mètres entre chaque personne. Et puis, le jeu, c'est de retrouver des cailloux noirs comme ça, parmi d'autres cailloux un peu plus gris. Mais donc, ça, c'était quand même une grande première. Pour la première fois, on a retrouvé des morceaux de météorites à partir d'un corps qu'on avait vu dans l'espace. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent parce que pour l'instant, on ne l'a jamais refait.
On a observé des corps dans l'espace, on sait qu'ils sont tombés sur Terre, mais il y en a qui sont tombés dans l'océan, et donc on ne les a pas retrouvés. Donc c'est quelque chose qui est effectivement assez rare. Alors au contraire, il y a les objets aussi qu'on n'a pas vu venir. Celui-ci, vous le connaissez certainement, c'était le 15 février 2013, le fameux astéroïde de Tcheliabinsk. Cet objet, c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Hein. C'est un corps qui faisait 18 mètres de diamètre, hein, donc ça commence à être quand même assez balèze. 18 mètres de diamètre, qui est arrivé à 18 km/s et qui a effectivement provoqué ce cataclysme céleste, hein, finalement, vraiment extrêmement impressionnant pour les populations locales. Hein. Imaginez-vous, vous êtes dans voiture ou dans votre bureau et vous voyez ça. Vous êtes en Russie, vous pouvez avoir un petit doute sur l'origine du bolide. Ce qui est sûr, c'est que sur ce phénomène-là, hein, ça c'est pareil, c'est l'objet qui est le plus gros qui a jamais été enregistré, et celui-là, on ne l'a pas du tout vu venir. Donc là, vous le voyez bien, hein, l'objet rentre à peu près à 100 km d'altitude, hein, il va commencer à échauffer l'atmosphère. Ce que vous voyez, attention, hein, que ça soit lorsque vous voyez une étoile filante ou lorsque vous voyez un gros bolide comme ça, ce qui brille, ce n'est pas l'objet lui-même, d'accord ? Ce qui brille, c'est l'air qui est chauffé autour de l'objet qui va à pleine vitesse dans l'atmosphère. Vous allez avoir des frottements, vous allez chauffer l'atmosphère, vous allez former ce qu'on appelle un plasma qui va monter potentiellement à 10 000 degrés. Et c'est cette lumière qui va émaner de cet échauffement que vous allez voir et qui va provoquer ce phénomène lumineux. Donc là, évidemment, non seulement vous voyez ce phénomène lumineux, et puis si je remets le tout début, vous voyez également à un moment donné, vous voyez là, la boule, on a un gros météore et là d'un coup on a un sursaut de luminosité qui va être lié directement à la fragmentation. Là les pressions induites sur l'objet sont tellement grandes que l'objet va complètement se fragmenter. Alors sur cette fragmentation, hein, ça c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important, c'est que la fragmentation a eu lieu à peu près à 25-30 km d'altitude, d'accord ? Et cette fragmentation, elle n'est pas arrivée tout de suite parce que l'onde de choc générée par la fragmentation voyage à la vitesse du son. Donc vous voyez, 25-30 km à 300 km à l'heure, vous allez avoir 300 mètres secondes, pardon, je m'en mêle les unités, vous allez avoir à peu près un peu plus d'une minute après le flash lumineux. Et vous voyez que là, dans ces cas-là, voilà, les deux personnes sont là, tranquilles. Bam! Vous voyez, l'onde de choc là, qui est venue rentrer dans l'atmosphère, lui, il est pas serein quand même. Viens ma chérie, on s'en va, hop, voilà. Là, celui-là, vous voyez, les mecs s'en vont tranquillement. Bon, on les a eu au téléphone, tout le monde va bien, hein, mais vous voyez quand même la puissance de cette onde de choc, hein, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que certes, il n'y a pas eu de cratère d'impact, l'objet faisait 18 mètres de diamètre, je vous l'ai dit. Dans certains cas, si l'objet était arrivé au sol, hein, dans certains cas, l'objet aurait pu arriver au sol. Là, il se fait quand même qu'il s'est fragmenté et qu'il était arrivé assez oblique et donc il n'a pas eu assez d'énergie pour arriver au sol. Un objet de 18 mètres de diamètre aurait pu faire très bien à pleine vitesse un cratère d'à peu près 400-500 mètres de diamètre. Hein. Donc on est quand même sur un truc quand même assez balèze. Donc là, il se fait qu'il s'est désintégré auparavant, mais vous voyez que l'énergie qui a été libérée au moment de cette fragmentation quand même est vraiment extrêmement important. Oui, alors la Tunguska, là on est effectivement sur encore un truc beaucoup plus gros, mais c'est vrai que c'est peu le cas. En tout cas, ce corps de Tcheliabinsk, hein, on l'a pas vu arriver. Hein. Moi je me rappelle, j'étais en postdoc à l'Observatoire de Paris et c'était le jour de la Saint-Valentin, hein, 14 février, et les gens téléphonaient à l'Observatoire de Paris pour savoir ce qui allait se passer le 15 février parce qu'un autre astéroïde avait été prévu, l'astéroïde 2012 DA14, et cet astéroïde mesurait 40 mètres de diamètre et il devait passer à moins de 30 000 km de la Terre. Donc évidemment, les journalistes appelaient, est-ce qu'il y a un risque, etc. Blabla. Nous, évidemment, les astronomes étaient pas de souci, pas de problème, l'orbite, elle est bien connue, et hop, hop, hop. Et le lendemain, le même jour, 2012 DA14 passe à côté de la Terre, mais Tcheliabinsk rentre en collision avec la Terre. Donc évidemment, vous mettez là dans la tête d'un journaliste, il vous dit c'est quoi ce bordel? Vous m'avez dit qu'il n'y a aucun risque, et bing, badamam, il y a un truc qui rentre en collision avec la Terre.
Donc évidemment, le même jour, vous avez eu deux corps. Il y en a un qui est rentré en collision avec la Terre, l'autre qui est passé à côté de la Terre. Et donc c'était bel et bien deux corps différents. Hein. Vous voyez que 2012 DA14 là est un astéroïde géocroiseur qui a une orbite presque circulaire, alors que Chelyabinsk, lui, eh bien, va avoir une origine plutôt de la ceinture principale avec une orbite un peu plus elliptique. Donc vous voyez que voilà, on vit dans un monde où quand même, il y en a quand même des cailloux qu'on ne voit pas venir, d'autres qu'on voit venir, mais c'est quand même pas si simple. Donc là, hein, dans le cas de Chelyabinsk, évidemment, on a retrouvé une grosse partie de la météorite, mais vous voyez, c'est tout ce qui reste, entre guillemets, d'un objet de 18 mètres de diamètre. Hein. Il y a eu évidemment des milliers de fragments qui ont été retrouvés sur l'ellipse de chute, en fait, sur tout le long de la trajectoire. Donc ça, il y a quand même beaucoup de fragments qui ont été retrouvés. Mais celui-ci, hein, voilà, fait 500 kg. Donc vous voyez, c'est un gros caillou, mais on est loin quand même du caillou de 18 mètres de diamètre. Alors, ces météorites, hein, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais la majorité de ces météorites, ce qu'on appelle des chondrites. 80% des météorites que vous allez acheter ou que vous allez retrouver sont des chondrites et sont extrêmement importantes parce que, vous le voyez, là, ça c'est une météorite qui a été coupée par la tranche. Et en fait, dans ces météorites, vous allez retrouver, vous le voyez ici, plein de petits fragments, de petites billes sphériques ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle des chondres, d'où le terme chondrite. D'accord ? Et on va trouver aussi des inclusions réfractaires, des petits morceaux de roche qui sont par là. Et c'est d'ailleurs grâce à ces inclusions réfractaires dans les chondrites, hein, qui représentent finalement les morceaux de roche, les premiers morceaux de roche qui se sont formés au moment de la formation du système solaire. Et c'est grâce à ces morceaux de roche qu'en 1953, on a pu donner un âge à la Terre. D'accord ? En tout cas, au début de la formation de la Terre. Les fameuses, donc en 1953, grâce aux différentes méthodes, on a pu donner cet âge de 4,56 milliards d'années, hein, en datant ces inclusions. On n'aurait pas eu de météorite, l'âge de la Terre, on serait toujours là, un peu dans l'interrogation. Hein. Si vous prenez tous les bouquins de géol, d'astro avant 1950, l'âge de la Terre n'est pas connu. Donc il faut vraiment attendre la deuxième partie du XXe siècle. Ouais. En fait, l'âge de la météorite ne donne pas l'âge de la Terre en tant que tel, il donne le début de la formation. C'est-à-dire que ces solides-là sont les premiers solides qui se sont formés au début de la formation du système solaire. Quand vous allez avoir le Soleil qui va s'effondrer, provoquer la formation du disque protoplanétaire, etc., eh bien, dans le disque protoplanétaire, vous allez avoir la formation de ces premiers solides qui indiquent le début de la formation du système solaire et donc de l'accrétion. Donc en fait, là, la Terre, le début des premiers solides, c'est 4,56 milliards d'années. Selon tous les modèles, on sait qu'en quelques dizaines de millions d'années au maximum, les planètes sont formées. C'est-à-dire que, vous le voyez, là, nous, on est en train de travailler sur Mars, sur une météorite martienne. À l'intérieur de la météorite martienne, on a des morceaux qui datent de croûtes martiennes, c'est-à-dire que Mars a déjà une croûte qui date de 4,48 milliards d'années. Ça veut dire que, vous voyez, on est 80 millions d'années après le début de la formation du système solaire et on a déjà une planète dans son ensemble avec des couches et des croûtes, etc. Donc c'est quand même extrêmement rapide. La formation de Mars, on estime qu'en 10-20 millions d'années, on a formé Mars. La Terre, c'était certainement un petit peu plus long, mais on a quand même des morceaux de croûte quand même très anciens. Donc c'est pour ça que c'est le début de la formation de la Terre, et la Terre est un petit peu, va mettre quelques dizaines de millions d'années à se former. Donc voilà à quoi ressemble un condre en 3D. Hein. En fait, ce condre-là, on pense que ce sont les premiers liquides en fait en fusion qui se ont cristallisé et qui ont formé ces premiers solides. C'est-à-dire que vous avez l'équivalent de la bulle de whisky du capitaine Haddock. Hein. Donc imaginez-vous au tout début de la formation du système solaire où vous deviez avoir des milliards de petites gouttelettes de roches fondues en suspension en apesanteur dans le système solaire. Et ce sont ces petites gouttelettes qui ont commencé à se coller les unes aux autres pour former les chondrites. Donc quand si vous achetez un morceau de chondrite, hein, ça se retrouve, vous pouvez avoir des morceaux de chondrite pour quelques euros, vous allez avoir les roches les plus anciennes que vous trouverez finalement, parce que sur Terre, hein, il faut bien réaliser ça, c'est que sur Terre, on n'a pas de roches aussi anciennes.
puisque effectivement, c'est le début de l'accrétion. Sur Terre, malheureusement pour les géologues terrestres, la majorité des roches vont avoir quelques centaines de millions d'années, éventuellement 1, 2, 3 milliards d'années, mais on a très très peu de roches qui ont déjà 4 milliards d'années. Donc le premier milliard d'années de l'histoire de la Terre est finalement très peu connu. C'est aussi pour ça qu'on va sur Mars, sur la Lune, parce que en fait, quand vous allez vous balader sur Mars, là, la majorité des terrains ont 3-4 milliards d'années. Donc en fait, quand on étudie Mars, on étudie une période qui a créé des roches qu'on n'a plus sur Terre à cause notamment de la tectonique des plaques. Et c'est aussi pour ça qu'on court après les météorites. C'est que ces météorites, c'est les premières roches qui se forment et après on a effectivement, notamment les météorites lunaires, martiennes, quand on y va, là on a des roches un petit peu plus anciennes et on a vraiment envie de comprendre comment finalement s'est formée la Terre et ça, on manque de matériel terrestre très ancien. Alors, évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler du programme Fripon à Vigicel, dont on est en charge, en fait, avec notamment François Collat et Brigitte Zanda, du Muséum d'Histoire naturelle et de l'Observatoire de Paris. En fait, il y a déjà 10 ans de ça, les gens voyaient des bolides dans le ciel et en fait, contactaient l'Observatoire. Et en fait, on était incapable de répondre aux questions des gens qui voyaient des phénomènes, des gros bolides dans le ciel, tout simplement parce qu'on ne l'avait pas vu. Et donc, on manquait finalement d'informations. Et c'est pour cette raison qu'on a créé le programme Fripon Vigicel et on a installé un peu partout en France ces petites caméras qui fonctionnent désormais un petit peu partout en France et même au-delà de notre frontière, puisqu'on est à plus de 170 caméras installées aussi bien en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Donc si vous allez sur notre site internet, vous allez avoir accès à la base de données de tous les météores en temps réel. Vous tapez fripon.org et sur fripon.org, vous avez accès à cette base de données. Si ce soir, vous voyez une grosse étoile filante, parce que alors, les caméras sont des caméras qui sont pas ultra sensibles, parce qu'elles marchent en mode vidéo, donc vous allez enregistrer finalement les gros bolides à partir de la magnitude 0-1. Donc si ce soir, vous voyez un gros bolide, il y a une forte chance qu'on l'ait enregistré avec le réseau Fripon. Et donc, accompagné au réseau Fripon, évidemment, on a le programme Vigicel. Ce programme Vigicel, il est extrêmement important aussi pour le grand public parce qu'il invite tout simplement le grand public à participer. Premièrement, à témoigner de l'observation, c'est-à-dire que si vous allez sur vigicel.org, vous allez avoir un formulaire très simple qui vous permet de témoigner de ce que vous avez vu dans le ciel. Mais on vous invite aussi à rechercher les météorites en cas de chute de météorites dans la région. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le site. Alors, sur ce flux d'impact, on va parler maintenant un petit peu plus de cratères. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand la particule est toute petite, d'accord, de l'ordre de quelques millimètres, voire centimétriques, d'accord, vous allez avoir une grosse étoile filante. Et cette grosse étoile filante, elle va se désintégrer à entre 100 et 50-40 km d'altitude pour les plus brillants. Pour les objets qui vont mesurer finalement quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres de diamètre. Là, l'objet, lui, vous allez voir un gros bolide et l'objet va être ralenti et il va arriver au sol, il va toucher le sol, vous allez retrouver potentiellement une météorite, mais vous n'allez pas avoir de cratère d'impact parce que l'objet aura perdu toute son énergie et donc on n'aura pas eu ce transfert d'énergie qui va créer le cratère d'impact. D'accord ? Et puis au-delà d'un certain diamètre, donc là on a mis 20 mètres, mais vous voyez c'est 20 mètres plus ou moins à 10 mètres, dans certaines conditions, on peut avoir des cratères avec des plus petits objets, mais globalement ce que vous gardez en tête, c'est pour les objets de quelques dizaines de mètres de diamètre, et bien là vous pouvez être à peu près sûr que l'atmosphère ne va pas être assez importante pour ralentir l'objet, et donc l'objet va arriver à pleine vitesse, et vous allez se former à ce moment-là un cratère d'impact. Vous voyez, sur les fréquences, c'est quand même, là, sur les objets de 10 cm par an, donc en haut de l'atmosphère, il y en a quand même pas mal. Il y en a une dizaine par jour sur toute la surface de la Terre. Donc, on a quand même moyen de voir des grosses étoiles filantes un peu partout sur Terre. Des objets de 3-4 mètres qui, effectivement, là, vont donner lieu à des grosses météorites potentiellement au sol. Vous voyez, c'est une par an. Des objets de 10 mètres tous les 10 ans, 100 mètres tous les 10 000 ans et un objet d'1 kilomètre à peu près tous les 10 millions d'années. Évidemment, c'est statistique, mais ça vous donne quand même une idée du risque. C'est-à-dire que nous, ça commence à être problématique
véritablement à partir des objets de 100 mètres de diamètre. Donc vous voyez, on est à peu près tous les 10 000 ans. Alors, sur ces impacts, aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 200 cratères d'impact recensés à la surface de la Terre. Donc, vous voyez qu'il y en a un petit peu partout, ce n'est pas homogène. Il y a des zones où on n'en a pas encore trop découvert, où il n'y en a peut-être pas. Vous voyez qu'en Afrique, en Amérique du Nord, le nord de l'Amérique du Sud, la Sibérie. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est simplement qu'il y a certainement encore beaucoup de cratères qui n'ont pas été découverts. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de scientifiques dans ces régions, ou tout simplement parce que ils n'ont pas été forcément détectés ou étudiés, ou alors que les terrains sont beaucoup plus récents et à ce moment-là ont été complètement érodés et qu'on ne voit plus rien. Ça, c'est quand même pas impossible. C'est pour ça qu'on a créé aussi ce programme, Vigicratère. Donc ça, c'est pareil, je vous invite à aller découvrir Vigicratère. Vigicratère, en fait, on a découpé le monde en 200 000 imagettes et on vous demande à chacun d'aller, on vous donne des clés pour rechercher des cratères. Et donc, ces 200 000 imagettes, vous les regardez et vous dessinez les potentielles structures d'impact. Et on espère à terme pouvoir en découvrir de nouvelles. Donc, non seulement vous pouvez les dessiner, mais on demande au public de voter aussi éventuellement sur la nature de ces structures et puis à tous les touristes en fait de pouvoir, pourquoi pas, aller prendre en photo s'il y a une structure identifiée à côté de chez soi. Donc allez faire un tour, c'est sympa. Aujourd'hui on est à peu près à 10% de la surface explorée, donc il y a encore du boulot. Alors pour revenir aux cratères d'impact, moi j'aime beaucoup cette histoire parce qu'en fait ces cratères d'impact, on a l'impression de les connaître tous. Aujourd'hui, j'ai entendu hier, dans les animations, on raconte les cratères d'impact comme si c'était des choses connues depuis toujours. Et pourtant, les cratères d'impact, si vous reprenez des écrits de la fin du 19e siècle ou au début du 20e, c'est-à-dire il y a à peine un siècle, on maîtrisait la relativité générale, mais on ne maîtrisait pas du tout les cratères d'impact. Et encore moins ceux terrestres parce qu'on n'en connaissait pas. Si vous reprenez, vous voyez là un livre de 1874, la plupart des géologues et des astronomes de l'époque pensaient que ces cratères étaient tout simplement des volcans. Et donc, vous lisez Camille Flammarion, à la fin du 19e, il dit la généralité sur la Lune, c'est le volcanisme. Vous avez tous ces cirques lunaires avec des édifices volcaniques qui va cracher cette cendre et qui va former ces espèces d'édifices circulaires. Donc ça, c'est assez intéressant parce que vous avez vraiment à la fin du 19e siècle un gros problème, c'est-à-dire que les astronomes disent « ouais, ça ressemble à des volcans » et puis les géologues disent « non, c'est certainement des chutes de météorites ». Il y en a. Le gros problème, c'est que les astronomes disent « non, ce n'est pas des chutes de météorites ou d'astéroïdes parce qu'il n'y a pas d'astéroïdes qui tombent sur la Lune. On ne connaissait pas encore les astéroïdes géocroiseurs à cette époque. Certes, on commençait à connaître des astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais on ne voyait pas comment les astéroïdes entre Mars et Jupiter pouvaient tomber à la surface de la Lune. Et donc, on ne connaissait pas ces astéroïdes géocroiseurs. Donc, évidemment, on disait non, c'est impossible qu'on ait autant d'impact à la surface de la Lune. Et donc, il a fallu attendre, vous voyez, on a évidemment de nombreux géologues ont comparé la morphologie des cratères. Vous voyez ici, Crater Lake en Oregon, vous avez une structure circulaire, un espèce de piton central. On pourrait se dire, voilà, un cratère d'impact. Non, ça c'est un volcan. Vous voyez qu'on en était là, c'est-à-dire qu'on essayait de comparer et d'essayer de trouver des indices morphologiques pour comprendre la nature des cratères lunaires. Et puis ça a commencé à changer avec ce cratère. Qui c'est qui est déjà allé au Meteor Crater? Au Meteor Crater, en Arizona? 2, 3? Ouais. Ce corps-là, il est incroyable. Si vous allez faire un tour quand même en Arizona, vous allez voir notamment le Grand Canyon, c'est pas loin, allez voir le Meteor Crater. C'est le cratère d'impact le plus frais qu'on ait sur Terre. C'est un cratère qui fait un peu plus d'1 kilomètre de diamètre, qui s'est formé il y a 50 000 ans et qui montre véritablement ce que c'est un cratère. Ce cratère, en fait, c'est étonnant parce qu'au tout début du XXe siècle, on a eu cet homme-là, Daniel Barringer, qui, lui, a été le premier à faire la relation entre le cratère et les météorites. Il se promenait autour du cratère, il a trouvé plein de météorites de fer, énormément de météorites de fer. Et donc, il a vu ce gros trou, il s'est dit, météorite de fer, gros trou, il y a moyen quand même qu'il y ait eu un énorme morceau de fer qui soit tombé sur Terre et qui ait formé ce cratère. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit,
le gros morceau de fer qui a fait le cratère, eh ben, il doit être enfoui sous le cratère. Donc j'achète le terrain et je vais aller chercher la grosse masse de fer qui est sous le cratère. Sauf qu'évidemment, ils ne savaient pas que quand vous avez un cratère d'impact, eh bien, la masse, au moment de l'impact, est complètement vaporisée. Vous ne retrouvez pas de météorite quand vous avez un gros cratère d'impact. Alors, les petits morceaux là que vous voyez, c'est certainement tout simplement de petits morceaux qui se sont séparés de l'astéroïde principal au moment de l'entrée dans l'atmosphère. Mais le corps principal, là, vous avez un cratère qui fait 1 km de diamètre. Donc, le corps devait faire à peu près une cinquantaine de mètres de diamètre. Donc, c'est cinquantaine, c'est grand, mais pas si grand que ça. Vous voyez ce que ça arrive à faire. Et donc, effectivement, Daniel Barringer a été le premier à sortir une publication faisant le lien entre la météorite et le cratère en 1904. Vous voyez. Mais on était loin de comprendre ce que c'était un véritable cratère. Et puis, il a fallu attendre Eugene Shoemaker, mais aussi son épouse. Eugene Shoemaker, c'était un géologue, mais aussi un astronome. Et à eux deux, les Shoemaker ont non seulement observé les roches et ont observé des choses un peu étranges, je vais revenir dessus dans les roches, mais ils ont aussi, à ce moment-là, fait exploser les compteurs dans la découverte d'astéroïdes géocroiseurs. C'est-à-dire que c'est véritablement dans les années 60 qu'on a compris ce que c'était des cratères d'impact, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait le lien entre les astéroïdes géocroiseurs et les cratères d'impact. Eugene Shoemaker, lui, il a été un des premiers, en 60, à aller échantillonner les roches du cratère d'impact et à observer un minéral qu'on appelle de la cohésite. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce que c'est de la cohésite? Non. L'autre nom de la cohésite, c'est, alors c'est pas vraiment la même chose, mais c'est le quartz. En fait, si vous prenez un grain de quartz et que vous le plongez à 100 km de profondeur, eh bien, il devient de la cohésite. Parce que, en fait, c'est un minéral, c'est le métamorphisme, vous avez peut-être entendu parler de ce mot, métamorphisme, c'est quand vous prenez du graphite, vous le plongez à très haute pression, température, ça se transforme en diamant. Et ben voilà, vous prenez du quartz, vous le plongez, ça se transforme en cohésite. Sauf que normalement, la cohésite, ça se trouve en profondeur. Rien à voir, normalement, on ne trouve pas de cohésite à la surface de la Terre. Et donc là, évidemment, Shoemaker découvre qu'il y a un processus qui entraîne une augmentation de température et de pression tellement importante que le quartz se transforme en cohésite. C'est à ce moment-là qu'il comprend que le processus d'impact est quelque chose de très très violent avec des pressions gigantesques. Quand vous avez la formation d'un cratère, vous allez atteindre des pressions de 100 gigapascales. 100 gigapascales, c'est la pression que vous avez à 2000 km en profondeur dans la Terre. Donc vous voyez que la géologie des impacts, en fait, elle est extrêmement incroyable, c'est qu'elle forme des minéraux et des roches que normalement, vous n'observez pas à la surface de la planète. Donc vous allez effectivement fondre les roches, vous allez métamorphiser, c'est-à-dire que vous allez avoir un réagencement des minéraux, ils vont se retransformer. Donc le quartz et la cohésite, c'est la même composition chimique, c'est juste la structure cristallographique qui va changer. Et donc vous allez avoir toutes ces transformations au moment de l'impact. Vous allez observer là par exemple, ça ce sont les trois images, c'est ce qu'on cherche quand on veut montrer qu'il y a un cratère d'impact. Première chose, ça c'est ce qu'on appelle un quartz choqué. Vous voyez toutes ces zébrures là, ça ce sont les plans cristallographiques qui ont bougé au moment de l'impact. Pour ceux qui ont déjà observé dans un microscope du quartz, normalement du quartz, c'est blanc, c'est clair, il n'y a rien dessus. Et ces quartz choqués, ces espèces de rayures, ça se forme uniquement en contexte d'impact. Donc il suffit que vous vous baladiez, que vous trouvez une roche, vous la coupez, vous trouvez un grain de quartz choqué, vous pouvez dire à ce moment-là, ici il y a eu un impact d'astéroïde. Même si vous n'observez plus du tout le cratère. Ça, c'est vraiment l'indice majeur qu'on cherche. Ici, vous allez aussi observer ce qu'on appelle des shatter cones, des cônes de percussion. Vous voyez, ça forme un énorme cône, et puis à l'intérieur, il y a plein de petites cônes. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des fractures, en fait, coniques, qui se propagent au moment de la formation d'un cratère d'impact. Et puis enfin, les brèches. Vous voyez, une espèce de matrice là verte, ça c'est une brèche qu'on a observée en Allemagne, et vous voyez des morceaux, des fragments, ça c'est tout simplement le sol qui est concassé en plein de morceaux, qui va fondre, qui va être expulsé, qui va retomber dans une matrice plus ou moins fondue. Alors ça, il faut faire attention parce que des brèches, on peut en former avec d'autres processus, grâce aux failles, etc. Mais du coup, vous avez ces brèches, ça ce sont vraiment les trois indicateurs qu'on cherche quand on veut montrer qu'une structure est un impact.
Alors, quelques exemples. Hein. Qui c'est qui est allé déjà à Rochechouart? Monsieur. Qu'est-ce que vous avez vu à Rochechouart? Alors, effectivement, hein, à Rochechouart est notre seule structure d'impact en France. Hein. Donc, elle se situe pas loin de Limoges. Et quand vous observez en imagerie, eh ben, vous ne voyez pas de structure d'impact. Vous ne voyez pas de cratère. Et pourtant, c'est quand même une structure qui fait, alors aujourd'hui, le diamètre est même remis en cause. On parle de 30-40 km de diamètre, hein, donc un gros cratère d'impact qui s'est formé il y a 200 millions d'années. En 200 millions d'années, eh bien, le cratère il a été complètement érodé. Et en fait, on passe sous le niveau du cratère. Imaginez, hein, vous avez le cratère, on a érodé tout le cratère. Et en fait, on observe les roches sous le cratère qui, elles, ont été aussi modifiées par l'impact. Donc, quand vous allez vous balader sur Rochechouart, eh bien, vous allez observer surtout beaucoup de brèches d'impact. Et à l'intérieur de laquelle vous allez trouver beaucoup de roches qui ont été fondues, etc. Et donc, ces roches ont permis notamment la datation de l'événement à 200 millions d'années. Alors, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec des affleurements qui sont parfois un peu difficiles à trouver, vous allez pouvoir voir eh bien, tout simplement tout le bâti de Rochechouart et de la région. Si vous allez notamment là à Pressignac, eh bien, toute l'église, elle est faite en brèche d'impact. Évidemment, quand ils l'ont construit, ils ne savaient pas que c'était de la brèche d'impact. Mais quand vous regardez bien en détail, vous retrouvez eh bien, les morceaux qui ont été complètement concassés au moment de l'impact. Et plus étonnamment encore, hein, eh bien, on retrouve des shattercones aussi. Donc, vous voyez, toutes ces linéations, là, ces structures, eh bien, ce sont ces fameux cônes qu'on observe en fait dans l'église et qui ont servi à construire le bâti. Donc, allez faire un tour, hein, c'est quand même très intéressant, même si on ne voit plus le cratère d'impact en tant que tel. Dites-vous quand même qu'il y a 200 millions d'années ici, sur le territoire français, ça a quand même connu un gros bouleversement. Un cratère de 40 km, c'est quand même pas rien. Alors, parlons un tout petit peu de formation des cratères, et puis on finira un petit peu par ça. Hein, mais quand vous avez la formation d'un cratère, c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent. Vous allez avoir 3 grandes phases. Hein. Tout d'abord, la phase de contact, de compression. En fait, cette phase de compression, c'est quand l'objet il arrive au sol et qu'il va transférer toute son énergie au sol. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il transfère son énergie. La première chose qui se passe, c'est que l'énergie, elle est réfléchie et finalement, elle retombe dans l'astéroïde et l'astéroïde est complètement vaporisé. Donc, en gros, vous avez le projectile disparaît, mais vous avez la création d'une onde de choc. Et cette onde de choc eh bien, va se propager à peu près à une vitesse entre 5 et 8 km par seconde, hein, selon le milieu. Et cette onde de choc eh bien, va provoquer cette phase d'excavation, c'est-à-dire toutes ces roches qui vont être cassées et vont être propulsées. Vous allez avoir la création d'un rideau d'éjecta qui va se propager lui aussi à peu près à 1 km par seconde. Donc vous voyez, hein, quand vous formez un cratère de 200 km de diamètre, par exemple, ce n'est pas instantané quand même. Hein. C'est que le temps de l'éjection, vous voyez, 200 secondes, il va falloir 3-4 minutes pour que le sol s'ouvre véritablement. Donc c'est quand même quelque chose de long. C'est-à-dire, ce n'est pas un pouf et hop, on a le cratère. C'est quand même quelque chose d'assez long hein, sur le temps. Plus il est gros, plus ça va mettre du temps. Et une fois que vous allez avoir la formation de ce trou BA, eh bien, la gravité va reprendre le dessus. Toutes les roches vont retomber, ça va se tasser. Et donc, vous allez former eh bien, la cavité. Alors, selon la taille, hein, vous allez soit observer une structure circulaire qui va ressembler à un bol ou un cratère avec un pic central. Hein. Je vous invite ce soir à regarder la Lune et à faire attention aux cratères, aux pics centraux. C'est souvent des cratères qui vont mesurer quelques dizaines de kilomètres de diamètre. Et puis, ceux qui ont aussi des anneaux concentriques. Hein. Imaginez-vous, hein, c'est comme quand vous jetez un caillou dans l'eau. Vous allez fermer un trou, vous allez avoir un petit pic qui va tomber, le pic va retomber et vous allez former des anneaux concentriques. C'est à peu près pareil. Alors, pour le petit exercice, hein, je ne sais pas si vous connaissez tous ce film, Armageddon, mais moi j'ai repris une des scènes finales de Armageddon et j'ai regardé si quand même ils avaient fait les choses à peu près bien. Qui c'est qui a vu Armageddon avec Bruce Willis? Il y a longtemps? Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Armageddon, hein, c'est un
un morceau de comète qui va arriver à la surface de la Terre. Bon, ils envoient Bruce Willis pour faire péter la comète, pour forer à 250 mètres de profondeur et puis le péter. Et puis entre-temps, il y a quand même des morceaux qui arrivent évidemment sur Terre et évidemment, ils ont choisi Paris. Et donc voilà, un débris précurseur frappe Paris. Alors c'est plutôt pas mal fait. Bon, évidemment, voilà. Hein. C'est plutôt pas mal fait. L'impact est plutôt pas mal fait. Vous voyez que on a l'impact qui arrive et bam, vous voyez l'onde de choc qui passe et ensuite le rideau d'éjecta qui s'ouvre. Donc on se dit, bon, ça part plutôt bien. Donc du coup, moi je me suis amusé à essayer de recalculer la taille de l'objet et de voir si la description du cratère était possible. Alors déjà, je me suis rendu compte, ça c'est l'image du film, et en fait, j'ai essayé de retrouver depuis Notre-Dame l'image qui montre, ça n'existe pas, pas de bol. Du coup, voilà, hein, ça c'est les gargouilles du coin, et en fait, on ne voit pas du tout la même chose. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais oublier les gargouilles et je vais essayer de retrouver la vue de Paris où je vois les Invalides et la Tour Eiffel de ce point de vue-là. Alors, c'est pas si simple non plus parce que, vous le voyez, si on prend une vue où on a la Tour Eiffel, les Invalides, et pour avoir le gros bâtiment au milieu, en fait, l'image est inversée. Là, vous voyez que le soleil tape sur le dôme des Invalides, ça veut dire que le sud est là. Et donc, pour avoir une image correcte comme ils ont, en fait, il faut réinverser l'image. Et donc là, vous avez à peu près, je dis bien à peu près, hein, on peut négocier, mais vous avez la Tour Eiffel, vous avez le gros bâtiment, vous avez les Invalides, le sud à droite, et donc vous êtes plein ouest ici. Donc une fois qu'on a fait ça, je me suis amusé à calculer, donc de ce point de vue-là, donc là, en fait, on se rend compte que là où on est, on va pouvoir le calculer à partir de la vitesse, le nombre de secondes, en fait, où l'onde de choc et l'onde des éjecta arrivent. Donc, en fait, l'arrivée de l'onde de choc, sur la Tour Eiffel, en fait, elle arrive 0,6 secondes après l'impact. D'accord ? Donc là, sachant que ça a fait 5 km par seconde, on a un impact à peu près à 3 km de la Tour Eiffel, plein ouest. Si on prend l'onde d'éjection, l'éjection tout à l'heure, je vous ai dit à 1 km par seconde, et effectivement, l'onde d'éjection, elle arrive sur la Tour Eiffel 3 secondes après l'impact, et donc ils ont gardé à peu près ça, ce qui était correct. Donc en tout cas, l'impact a été à peu près à 3 km de la Tour Eiffel. Alors la taille du débris, parce que je me suis dit, vu qu'on est à 3 km, donc en fait j'ai comparé la taille angulaire de l'astéroïde avec la Tour Eiffel, et globalement, on a une taille angulaire à peu près pareille. Là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que de là où on est à peu près au niveau du Louvre, à peu près à 3 km de la Tour Eiffel, et donc on arrive à un diamètre à peu près de 300 mètres, parce que l'objet est 2 fois plus loin que le pied de la Tour Eiffel. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez calculer le cratère théorique observé par ce phénomène-là. Et moi, avec un petit logiciel de simulation, vous arrivez à un diamètre du cratère de 4 km. Donc là, c'est le lieu où vous observez les Invalides, la Tour Eiffel. Et normalement, le lieu d'impact, on est tout simplement sur l'hippodrome de Vincennes. Donc voilà, pauvres chevaux. Mais toujours est-il que ça arrive à ce niveau-là. Donc normalement, si tout devait être bien, on devrait avoir un beau cratère de 4 km. Et évidemment, l'équipe du film n'a pas fait les choses bien parce que, on arrive à un cratère qui est non seulement pas sur l'hippodrome de Vincennes, mais qui est à côté de l'Arc de Triomphe. Et puis, vous voyez qu'il ne ressemble pas du tout à un cratère d'impact. Les cratères d'impact sont normalement des cavités circulaires, c'est-à-dire que tous les cratères d'impact, à quelques exceptions près, sauf quand vous avez un impact vraiment oblique et rasant, où là vous pouvez avoir quelque chose, une cavité un petit peu elliptique, mais ça c'est pas du tout possible. L'astéroïde qui a râpé là, en fait, en tout cas, voilà. Donc la prochaine fois que vous regarderez Armageddon, vous ferez attention à ça. En tout cas, pour finir, je voulais juste vous parler de cette structure d'impact quand même qui est aussi incroyable. Vous le connaissez certainement sous le nom de Chicxulub, cette fameuse structure d'impact qui a éteint les dinosaures, mais aussi 80% des espèces, il y a 66 millions d'années. Et c'est vrai que cette histoire, je vous invite à lire les bouquins de Walter Alvarez.
le père et le fils. Donc, vous voyez qu'en 1976, le père, enfin surtout le fils, qui est géologue, découvre, alors qu'il étudie les roches en Italie, il découvre entre des roches qui sont datées du secondaire, c'est-à-dire plus vieux que 66 millions d'années, et ces roches-là, une petite couche d'argile, il fallait la trouver quand même, c'est pas simple. Et vous voyez cette petite couche ici, là, il trouve une toute petite couche qui, il se demande ce que c'est, il fait des analyses et sur cette limite entre ces roches du Crétacé et du Tertiaire, il observe une anomalie en iridium. C'est-à-dire que, vous le voyez ici, on retrouve, là, ce sont les roches plus jeunes, les roches plus anciennes, et à la limite, ici, en observant la composition, on observe une anomalie en iridium. Non seulement on observe aussi une anomalie en iridium, mais aussi on observe une anomalie en nombre de spores de fougères et de pollen. Donc là, il se demande bien véritablement ce que ça peut être. La première hypothèse, donc là, on se met dans le contexte, c'est-à-dire qu'on est à la fin des années 70, où les cratères d'impact, pour l'instant, on n'y connaît quasiment pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on commence, mais c'est quand même, c'est encore pas le truc ultra répandu. Et donc, effectivement, Alvarez est le premier à parler d'un impact cosmique. Bon, il va y avoir, je vais pas tout raconter toute l'histoire, mais c'est quelque chose, une grande histoire pendant près de 30 ans avec des grands débats entre plein de scientifiques qui, notamment, croient pas du tout à l'hypothèse de l'impact, mais croient plutôt à l'hypothèse volcanique. Donc, pendant de nombreuses années, on ne croit pas du tout à cette hypothèse. En tout cas, les faits sont là, c'est que on observe un véritable bouleversement dans la faune en fait observée. Donc dans les roches avant la limite, avant cette couche d'argile, on observe des grosses bébêtes comme ça. C'est ce qu'on appelle des foraminifères. C'est des organismes qui existent dans les océans. Et après 66 millions d'années, ces grosses bébêtes disparaissent complètement. Donc on voit qu'il y a un bouleversement. Évidemment, on observe dans cette couche d'argile, on observe aussi, vous voyez toutes ces petites billes, ça va vous faire rappeler les fameuses tectites, ce sont des microtectites, ce sont des petites billes de verre qu'on trouve à ce niveau-là, et ça, on va en trouver partout dans le monde. Ces microbilles, maintenant vous le savez, ce sont tout simplement les billes liées à la roche fondue qui a été éjectée partout à travers le monde. Et donc, naturellement, on trouve aussi à travers le monde, ces fameux quartz choqués, donc autre indice d'un impact. Et dans les années, en 89, donc vous voyez, il a fallu 10 ans de prospection, plus de 10 ans, pour qu'un géologue, Alan Hildenbrandt, trouve des formations un peu bizarres dans le golfe du Mexique qui font penser à des dépôts de tsunamis géants, et en se disant qu'autour de 66 millions d'années, il s'est passé quelque chose. Et en fait, avec un gros coup de bol, ce monsieur, Carlos Bayars, qui était journaliste au Houston Chronicle, lui avait, parce que évidemment, Alan Hildenbrandt, lui, disait qu'il s'était passé quelque chose, qu'il présentait l'événement d'il y a 66 millions d'années, mais on n'arrivait pas à trouver le cratère d'impact. Et donc lui, il annonce qu'il y a quand même quelque chose pas loin du golfe du Mexique. Et en fait, Carlos Bayars, par le plus grand des hasards, se rappelle d'une présentation qu'il avait écoutée en 1981 de Glenn Penfield et Antonio Camargo, et qui, eux, avaient fait des observations dans les années 50, travaillaient pour une compagnie pétrolière. Et en fait, à cette époque, ils avaient observé des anomalies gravimétriques, en fait, des anomalies de densité des roches dans le sous-sol. Et du coup, évidemment, il fait le lien avec Alan Hildenbrandt. Et là, badabam, pour la première fois, on fait des nouvelles mesures gravimétriques au niveau de la péninsule du Yucatan. Là, vous voyez, vous avez l'Amérique centrale avec la péninsule du Yucatan, le Mexique. Et à cheval entre la péninsule et le golfe du Mexique, vous observez ces anomalies. Alors, ces anomalies, ce sont tout simplement des anomalies de masse, des anomalies de densité, où vous allez avoir des roches plus ou moins denses, et on observe ces fameuses structures en anneaux. Et là, évidemment, c'est la découverte extrêmement importante. Très vite, il y a des quartz choqués qui sont découverts, des brèches. Ils font la datation et ils trouvent un âge de 66 millions d'années. Donc cette structure, elle est extrêmement importante dans l'histoire de la Terre. Ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais
voilà, on estime que l'impact lui-même est lié à un objet de 10 km de diamètre. 10 km, c'est dur à imaginer, mais je l'ai mis en comparaison avec Toulouse. Imaginez-vous, vous êtes dans l'avion à 10 km d'altitude, vous voyez le haut de l'astéroïde quand il arrive, c'est quand même assez balèze. Et cet astéroïde, cette collision a été évidemment phénoménale. Elle a eu lieu au moment d'il y a 66 millions d'années. Vous voyez que les continents étaient un petit peu distribués différemment par rapport à aujourd'hui. Donc, il s'est formé ici sur la péninsule du Yucatan qui était à moitié sous les eaux. Et donc, au moment de cet impact, eh bien, on a eu notamment un tsunami assez incroyable avec des vagues pouvant atteindre certainement plus de 100 mètres de haut. Donc, tout ça, ça a été assez bien modélisé et bien compris. Donc c'est un phénomène qui non seulement a excavé des millions de tonnes de roches dans l'atmosphère, a coupé la photosynthèse, a fait un effet rôtissoir gigantesque avec des feux un peu partout dans le monde, mais ce tsunami a été extrêmement intéressant et il y a eu une découverte récente en 2019, vous voyez, vous voyez qu'ici c'est en fait à 3500 km, 3000 km du site d'impact, eh bien dans le Dakota du Nord, il a été trouvé cette gigantesque coulée de boue qui date en fait d'il y a 66 millions d'années. Et à l'intérieur de cette coulée de boue, eh bien, on y a trouvé des poissons. Vous voyez, plein de fossiles de poissons. Et dans ces fossiles de poissons, on y a trouvé des microtectites. Ça veut dire que le poisson, il était tranquillement dans sa rivière. Là, d'un coup, il y a eu une éjection. Il y a eu des petites gouttelettes de roches fondues qui sont arrivées. Lui, il les a bouffées. Il y a eu le tremblement de terre qui est arrivé suite aux impacts. Ça a fait vaguer toute l'eau et tout le lac. Il s'est pris une coulée de boue dans la tête. Et hop, aujourd'hui, on arrive à retrouver le poisson qui a mangé la microtectite. Donc, c'est quand même assez incroyable ce qu'on arrive à faire. Donc ça, c'est vraiment les premières minutes après l'impact à ce niveau-là. Ouais, c'est impressionnant. Et ça, on en a partout dans le monde, en fait. Donc, on va retrouver, on continue à faire des découvertes majeures à ce niveau-là, quoi. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un objet, vous le voyez, évidemment, les dinosaures sont l'espèce évidemment la plus connue qui a disparu. Mais globalement, toutes les grosses bébêtes de plus de 25 kilos ont disparu complètement du globe. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas être trop gros. Les plus petites bêtes ont réussi à résister. Toujours est-il qu'en libérant, on va dire en faisant disparaître toutes ces grosses bébêtes, ça a libéré de la place et ça a laissé place notamment, évidemment, assez de place pour les mammifères pour se développer. Et si on est là aujourd'hui en train d'en parler, c'est certainement parce que justement on a eu quand même cet impact majeur il y a 66 millions d'années. Donc c'est vraiment des événements géologiques extrêmement importants. C'est-à-dire que de temps en temps, on me demande à quoi ça sert de trouver des cratères d'impact sur Terre. Il faut bien réaliser que chaque événement d'impact, c'est un événement cataclysmique à l'échelle locale, régionale ou globale. Donc, quand vous parlez de Rochechouart, un cratère de 40 km, ça ne fait pas autant de dégâts, mais quand même, évidemment, dans la faune locale et dans l'histoire finalement de notre région, ça a forcément impacté. Donc voilà, donc c'est vrai que gardez ça à l'esprit. Aujourd'hui, le débat, il n'existe plus trop. Il y a encore pas si longtemps que ça, on parlait du volcanisme et de l'effet de l'astéroïde. On sait qu'il y a eu du volcanisme, notamment des trappes du Décan, à peu près à la même époque, mais il semblerait, donc il y a eu des datations, il semblerait qu'il y avait du volcanisme des Décans avant l'impactisme, et le volcanisme a augmenté de façon considérable après l'impact. Donc, il semblerait que l'impact lui-même ait complètement déstabilisé des chambres volcaniques à l'autre bout de la Terre pour faire une augmentation du volcanisme. Donc, ce sont vraiment des événements cataclysmiques qui jouent aussi bien sur l'atmosphère, sur la faune, la flore, l'intérieur de la Terre. Donc, c'est quelque chose d'important. Et si on remet tout ça finalement un peu en comparaison avec la Lune, où quand vous comptez, vous amusez à compter les cratères, là des cratères des Chicxulub, vous en avez des dizaines, des centaines, vous doutez bien quand même que les tout premiers instants de notre histoire, que ce soit de la Lune, de Mars, etc., pendant plus de 500 millions d'années, à peu près
ce bombardement primitif, hein, on estime qu'il a duré plus de 500 millions d'années. Pendant 500 millions d'années, c'était complètement chaotique à la surface des planètes. Et ça a été impact sur impact sur impact. Et évidemment, on peut se demander, hein, et ça c'est la question scientifique qu'on doit se poser, c'est quelles ont été les conséquences, notamment sur, pourquoi pas sur l'apparition du vivant, sur l'évolution, sur qu'est-ce que ça a provoqué autant d'impact pendant l'histoire primitive, durant l'histoire primitive des planètes. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses et aujourd'hui on est encore incapable de comprendre véritablement les conséquences de ce bombardement primitif. On sait que la vie est apparue sur Terre, en tout cas les traces les plus anciennes apparaissent à peu près à 3,8 milliards d'années, hein, à peu près à la fin de ce bombardement primitif. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, que ça soit sur Terre, sur la Lune, sur toutes les planètes. Hein. Il faut bien réaliser que l'impactisme, c'est le processus majeur qu'on observe dans le système solaire. Sur tous les corps du système solaire, vous avez des impacts, que ce soit du plus petit au plus gros. Et vous vous doutez bien que sur Hellas, là, vous avez un bassin, sur Mars, vous avez le bassin Hellas qui fait 2500 km de diamètre. Pareil sur Mercure, pareil sur Callisto, ce sont des impacts gigantesques qui ont évidemment eu des conséquences non négligeables sur l'histoire des planètes. Donc voilà, donc ce soir quand vous observerez la Lune, eh bien, vous penserez un petit peu à toute cette histoire chaotique et voilà. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des petites questions ? Alors, il y a de la génération, en fait, il y a de la fragmentation d'astéroïdes, c'est-à-dire comme une comète qui finalement va créer de la matière, c'est-à-dire, vous voyez, hein, régulièrement le réservoir de poussière, il va être quand même renouvelé, donc on a quand même des nouveaux météorites qui sont laissés au niveau des comètes. Et pareil pour les astéroïdes, on sait qu'on va avoir des collisions d'astéroïdes et potentiellement on peut avoir de la création de familles, en fait, de nouveaux fragments. Alors certes, ils vont être plus petits que le plus gros, mais ça va générer énormément de débris qui, eux, peuvent multiplier. Alors, sur les très gros, on est quand même beaucoup plus tranquille qu'il y a évidemment 4 milliards d'années, parce que la plus grosse partie des gros astéroïdes, finalement, se sont soit déjà accrétés pour former d'autres corps ou rentrer en collision. Donc ça arrive, hein, ça arrivera de nouveau d'avoir des gros astéroïdes qui rentrent, parce que dans les astéroïdes géocroiseurs, on a quand même des astéroïdes plurikilométriques. Hein, donc ça, évidemment, c'est toujours dangereux, et donc ça peut arriver de nouveau sur Terre. Mais pour l'instant, bon, dormez tranquille ce soir. Est-ce qu'on peut avoir un météorite qui arrive, non pas du système solaire, mais d'un autre système solaire? Oui, bien sûr. Alors ça, aujourd'hui, c'est de la recherche qui commence à apparaître, hein, sur détecter des objets interstellaires, en fait. On a parlé longuement de Oumuamua, voilà, sur ce corps. Bon, on n'en sait guère plus, mais voilà. Et même dans nos caméras Fripon, hein, dans tout le matériel qu'on reçoit sur Terre, on sait qu'il y a un pouillème de cette matière qui vient certainement d'en dehors du système solaire, qui ont des orbites qui ne sont pas typiques des orbites des objets du système solaire. Donc on a 0,001, en tout cas c'est une étude à faire statistique sur tous les objets qu'on a. On sait qu'on a détecté déjà des objets certainement interstellaires. Ouais, il y a eu. En fait, toutes les orbites sont. Alors, on n'a pas un objet. Je sais que pour l'instant, dans toute la statistique, si tu regardes les statistiques sur les orbites, on a des orbites qui sont très bizarres et qui semblent avoir des signaux interstellaires. Mais pour l'instant, ça n'a pas été encore publié, ça. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que pour l'instant, ça n'a pas été encore. C'est qu'on pense que dans tout signal, en tout cas, il y a un travail de recherche à faire pour montrer si ça existe ou pas, ou en tout cas, quels objets
ont été observés, mais c'est quand même, c'est pas impossible. Et évidemment, moi, à relancer un peu le débat sur tout ça, quoi. Ouais. Allez-y. Excusez-moi, mais je ne parle pas très fort. Quand vous parlez du quartz choqué, Ouais. on voit différentes couleurs. Ouais. Est-ce que ces couleurs, c'est parce qu'on les voit telles que, ou est-ce que parce que vous les avez mis Ouais. sous l'effet de filtres différents? Tout à fait, c'est de la lumière polarisée en fait. Donc là, c'est lié, les variations, c'est vraiment de la lumière polarisée. Et après, ça va dépendre aussi de la qualité de polissage, etc. Là, je pense qu'il y a une variation dans l'épaisseur de la lame mince qui fait que ça fait des changements de couleur. Mais donc, en fait, les couleurs, vous pouvez entre guillemets les oublier. Ce qui est important, c'est surtout les lignes noires, là, toutes ces lignes qui vont avoir différentes orientations qui correspondent vraiment au plan cristallographique du quartz, quoi. Est-ce qu'on a une idée sur les impacts, surtout sur les astres plus petits, peut-être des changements d'orbite, des changements d'axe de rotation Alors en fait, on voit bien que la majorité des impacts, en fait, ça n'a pas une conséquence sur des cratères ça va avoir, c'est comme des gros séismes en fait, si vous voulez. Certes, ça va avoir des micro-changements sur l'obliquité, mais vraiment des micro-changements. Quand vous avez un énorme séisme, les gros séismes de Sumatra, etc., ont eu effectivement des légères modifications de l'obliquité. Et sur les impacts, c'est pareil, ça va avoir un léger changement, mais c'est mineur. C'est-à-dire que les gros bassins d'impact, les gros bassins d'impact pourraient avoir effectivement donc les bassins d'Hélas, etc. Mais là, vous voyez, on parle de bassins de 2000, 3000 km de diamètre, où là, effectivement, on a un réagencement de masse qui est un peu différent. Et ça ne sera certainement pas, même pas sur l'obliquité lui-même, c'est vraiment sur l'orientation de la planète par rapport à l'axe. Mais sur les paramètres orbitaux, en fait, il y a très, très peu de modifications. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais vraiment mesuré en tant que tel. Donc, on le voit bien avec la mission DART, là, l'idée de pouvoir dévier. Donc, il y a une mission qui a été envoyée là où on va impacter une petite lune qui tourne autour d'un autre astéroïde pour voir justement si on est capable de dévier ces astéroïdes et de modifier leur orbite. Ça, c'est la grande question. Parce que la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on est capable de dévier un astéroïde si demain on annonce qu'il y en a un qui arrive, qui se dirige vers la Terre. Surtout sur Paris. Voilà. À côté, ça va. Ouais. Question sur la source et les raisons des différences de composition finalement, différences d'accrétion entre les comètes d'un côté et les astéroïdes, si je comprends bien que c'est plus rocheux d'un côté. Même des fois on parle de roches primaires aussi dedans et des fois c'est des petites billes, il y a une différence que je n'ai pas perçue aussi. En fait, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que en fait, vous allez avoir de l'accrétion sur tout du Soleil jusqu'au fin fond du système solaire. C'est-à-dire que le matériel qui est le matériel effectivement qu'on va avoir, la grosse partie du matériel qui existait entre Mars et la ceinture, hein, c'est essentiellement effectivement du matériel qui était rocheux et qui s'est formé très proche du Soleil. Mais on le sait, notamment avec la migration des planètes, hein, tout ça a remixé complètement, c'est-à-dire que avec la migration des planètes géantes notamment, eh bien, la ceinture principale, c'est un mixte du matériel qui s'est formé très proche du Soleil et des roches qui sont formées très loin. C'est-à-dire que dans la ceinture principale, on va avoir aussi bien des morceaux rocheux que des morceaux beaucoup plus fluffy, beaucoup plus fragiles, notamment les chondrites carbonées, comme ce qui a été fait sur Ryugu. Donc on a une vraie diversité géologique dans la ceinture principale. Et c'est pour ça qu'il y a aussi certainement ce continuum, c'est-à-dire que le matériel cométaire est certainement pas si loin que du matériel des chondrites carbonées, etc. C'est-à-dire que ce continuum entre... souvent on disait que les comètes c'était des boules de neige sales. Moi je dirais que c'est plutôt des boules de roche glacées, très poreuses. C'est quand même, on le voit bien, il y a quand même beaucoup de matériel rocheux qui est très poreux, mais qui ont une origine commune. Donc en fait, vous allez avoir toute cette matière, elle va avoir
s'être distribué un peu partout dans le système solaire, et notamment avec la migration des planètes, va avoir quand même mélangé toute cette soupe. Et donc, c'est pas si simple de comprendre l'origine finalement de là où vient toute la matière selon les différents objets. C'est pour ça qu'on distinguait quand même beaucoup comètes et astéroïdes. Alors, il y a toujours comètes et astéroïdes, et on le voit bien quand même dans les densités, dans tout ça, il y a quand même de grosses différences, mais quand même, on voit bien quand même que la limite, elle est plus si nette que ça, que ce qu'on pensait auparavant. Ouais. Une question concernant les comètes et l'eau qu'elles portent, justement. Parce que il y a quand même de l'eau aussi dans les astéroïdes, mais en moindre proportion. Finalement, c'est un continu entre les deux avec des formations. Ouais, alors, Est-ce qu'on dit que l'eau sur Terre, finalement, provient des comètes? C'est une des hypothèses qu'on a entendues assez régulièrement. Est-ce que c'est partiel, total? alors, là, c'est moins ma spécialité, peut-être que Nicolas sera peut-être plus à même de répondre à ça. Ce qu'on sait, c'est que la question, elle est loin d'être tranchée encore sur l'origine de l'eau terrestre. C'est-à-dire qu'il y a eu des mesures isotopiques sur l'eau, sur les différentes comètes, sur les astéroïdes. On voit quand même des variations même de la composition de l'eau, enfin de la signature isotopique de l'eau qui varie entre les différentes comètes. Les astéroïdes, ça se ressemble un petit peu, mais en tout cas, c'est pas si tranché que ça. Et même l'origine même de l'eau sur Terre, ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait très bien avoir des différences de composition selon les différents corps. On le voit bien aujourd'hui quand on mesure les différents corps. Donc, si on a différentes sources avec différentes compositions, on peut avoir... l'eau va certainement venir à la fois des astéroïdes et des comètes, mais ce qui est loin encore d'être très répondu. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux... C'est ça, hein. C'est ça. Donc il y a plusieurs sources possibles. Il y a trois grandes sources, on va dire. La réponse, elle est peut-être normande, c'est un petit peu de chaque. C'est ça. Qui contribue à l'eau des océans terrestres. Sachant quand même qu'on parle de l'origine interne de la Terre, de l'eau interne, mais il ne faut quand même pas oublier que les roches de la Terre sont des roches elles-mêmes des astéroïdes. Donc c'est quand même, voilà, on a un réservoir d'eau initial et forcément l'accrétion fait ressortir l'eau, mais forcément on ramène de l'eau après aussi par les astéroïdes et les comètes, même si c'est peanuts certainement en volume par rapport au volume accrété très rapidement. Donc voilà, la proportion, c'est quand même difficile de voir ça. Ouais. En fait, grâce aux méthodes de désintégration radioactive, en fait, toutes les méthodes, donc on a des méthodes de datation, notamment d'isotopes pairs en isotopes fils, dont on connaît le taux de désintégration, que ce soit le potassium-argon, l'uranium-strontium, etc. Toutes ces méthodes qui ont été utilisées ont été appliquées justement sur ces roches fondues, sur ces éléments réfractaires qu'on retrouve dans les météorites, et toutes retrouvent un âge équivalent. Donc c'est pour ça que cet âge de 4,567,6, enfin on a une précision quand même assez importante sur cet âge-là, et que ça soit sur les différentes météorites qu'on retrouve. Donc c'est vrai qu'il y a eu, c'est quand même cet accord scientifique, enfin, ça c'est plus trop remis en question. Après, sur l'âge, c'est vrai que c'est toujours ces âges quand même qui vont raconter une histoire. On le disait tout à l'heure, les âges des premières croûtes terrestres, des météorites martiennes, même dans les météorites, c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'on trouve des météorites de fer qui vont être parfois plus jeunes que des météorites des chondrites. Donc tout ça, ça se forme, et c'est quand même complexe. C'est-à-dire que c'est extrêmement violent. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de former une planète de la taille de Mars ou de la Terre en 10-20 millions d'années, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire c'est des phénomènes d'accrétion avec des volumes réguliers toutes les secondes qui sont gigantesques, avec des processus qui vont varier en fonction de la distance au Soleil. C'est quelque chose de très complexe parce que c'est à la fois violent et dynamique, c'est-à-dire que tout ça bouge. Donc pour comprendre véritablement ce qui s'est passé, que c'est quand même, on a bien progressé, hein, mais on n'a pas toute la vérité. Il n'est pas nul, hein, il n'est pas nul. En tout cas, c'est un risque qui doit être pris en compte, c'est-à-dire que c'est vrai que
les différentes missions Apollo font que finalement on n'est pas resté très longtemps, qu'ils ont quand même, peut-être, je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais ils ont évité quand même les grosses pluies d'étoiles filantes, etc. Donc en tout cas, si on veut y aller, il va falloir prendre en compte ce risque, si on veut y rester en tout cas, plus que quelques heures. C'est pour ça que on parle des habitats, des habitats dans des tunnels de lave ou recouvrir des gros habitats avec 5-10 mètres de régolithes. Si vous avez 5-10 mètres de régolithes, de poussière lunaire, vous êtes à peu près tranquille pour les micro-impacts. Bon, certes, vous pouvez avoir un truc un peu plus gros, mais globalement, vous êtes assez tranquille. Donc ce risque, oui, il doit être pris en compte pour la fabrication des habitats, etc. Pour les périodes où on l'envoie, quand est-ce qu'on sort. Mais ça, par exemple, c'est pris en compte quand même pour la Station spatiale internationale. On évite de faire une sortie extravéhiculaire ou lors d'un maximum des dessins météoritiques. Donc tout ça, il y a quand même, sur la NASA, il y a quand même des gros groupes qui font enfin, il n'y a pas que la NASA d'ailleurs, mais justement la compréhension, à l'Observatoire de Paris, le travail notamment de Jérémy Vaubaillon à l'IMCCE qui arrive à peu près à prédire les pics maximum des pics d'étoiles filantes, pour savoir quand est-ce que la Terre va passer dans ces nuages est extrêmement important parce que c'est quand même là où on a le maximum de risques. Donc tout ça doit être pris en compte quand on retournera sur la Lune. Ouais. Je voudrais encore remercier Sylvain Lès. Merci. Parfait. Parfait. Merci.